Alors le jardin dans lequel on est ici aujourd'hui, c'est une coproduction en fait entre des associations, le propriétaire foncier et les habitants. Nous, on est venus faire un grand chantier de plantation participatif ici. En une journée, on a planté 700 arbres et ça a été vraiment le lancement du jardin puisqu'il y avait vraiment un parti pris de permaculture, de lieux un peu agroforestiers, c'est-à-dire mélanger du maraîchage, de la forêt. Donc on a commencé le jardin en 2015. On est intervenu à 2 reprises, à une semaine d'écart. Et voilà. Et ensuite, après, ça a été que des opérations de paillage, de taille et d'apport de matière organique. Donc là, on voit qu'on passe vraiment dans le sous-bois et on bénéficie déjà de l'ombre, quoi, hein. Là, la rangée de merisiers nous procure vraiment de l'ombre. Un des moyens pour renforcer la biodiversité, c'est soit de créer des petits espaces les uns à côté des autres, donc sous forme de pas japonais, soit de créer des grands corridors continus. Et nous, dans notre cas, on se situe un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller rencontrer les pouvoirs publics pour avoir des petites parcelles sur un cheminement cohérent pour les continuités écologiques, de façon à mettre les espaces verts en tension et de permettre à la biodiversité de passer d'un espace à l'autre jusqu'aux grands réservoirs de biodiversité, comme ici la forêt de Verrières ou la forêt de Châtenay-Malabry par exemple. En ville, les espaces verts, ils sont produits pour les habitants, mais jamais par les habitants. Donc un des piliers fondateurs du projet Magique, c'est vraiment la participation des habitants, la participation populaire pour construire des espaces verts qui soient ensuite plus faciles à s'approprier de la part des habitants. On part du principe que si les habitants ont mis en place eux-mêmes les végétaux, ont participé à la réflexion et à la conception de l'espace vert, ils s'approprieront ces espaces verts plus facilement et ils en feront vraiment des lieux à habiter. C'est aussi un processus politique parce qu'à travers la haie magique, les habitants s'approprient le foncier urbain, discutent avec les pouvoirs publics, participent aux décisions, dans une certaine mesure, aux décisions urbanistiques. Donc tous ces processus nous paraissent vertueux et participent d'une certaine démarche de ville en transition. On arrive sur donc la zone en permaculture, hein. Et puis l'espace d'accueil du public, ça c'est important pour vraiment créer un espace de convivialité. Et là on voit vraiment la partie permaculture qui commence. Donc on voit par exemple le principe de la milpa, où on a du maïs, des haricots, des courges qui protègent le sol et tout ça qui crée un écosystème hyper résistant et comestible. La nature en ville, les espaces verts urbains, ils obéissent à un code, à une codification. Et donc c'est toujours les mêmes motifs qui se répètent. On va trouver des grands arbres d'alignement, on va trouver des pelouses tondues ras, on va trouver des petits bosquets arbustifs, et c'est toujours ces mêmes motifs qui se répètent, qui ne sont absolument pas des motifs naturels. Donc cette nature en ville, en fait, elle est très pauvre en termes de biodiversité végétale. Donc comme elle est très pauvre, elle constitue un piètre lieu d'accueil de la faune et des insectes, des oiseaux. Ils ont besoin d'écosystèmes tout à fait diversifiés avec 25 ou 30 sortes de végétaux différents, des strates, etc. Donc cette nature, elle est pauvre du point de vue de la palette végétale, elle constitue une piètre ressource pour la biodiversité. Elle est assez peu utile aux hommes parce qu'elle est très rarement nourricière. Le seul bénéfice de la nature en ville pour les hommes, c'est que c'est joli, et on dit ma ville est jolie, ma ville est bien fleurie, etc. Sinon, la nature n'a aucune utilité en ville dans le modèle traditionnel et elle est extrêmement coûteuse à mettre en place, à entretenir.
L'entretien est source de nuisances, c'est toujours un entretien qui est mécanisé, qui est bruyant, qui consomme des énergies fossiles. Tous les déchets sont exportés, donc il y a des camions qui quittent la ville avec des feuilles mortes, avec de la pelouse, etc. Donc on a un processus qui est absolument pas écologique et qui n'est absolument pas vertueux en termes de biodiversité. Donc la haie magique, c'est vraiment le contre-pied de cette démarche, avec une nature qui est beaucoup plus proche de ce qu'on trouve à l'état naturel et des processus de mise en place et de gestion des espaces verts qui sont les plus sobres possibles. On voit là par exemple les outils qui ont servi pour la tonte ont tout à fait endommagé cet arbuste. Si on regarde, la plupart des arbustes là sont endommagés. Ça c'est le rhotophile qui crée ces blessures au pied de l'arbre. Voilà, lui, il lui reste quelques mois à vivre. Donc on peut voir un petit peu en détail comment c'est agencé, mais grosso modo on a donc un cordon autour qui ceinture et qui protège le jardin avec des haies intermédiaires qui laissent un espace de maraîchage au milieu. Donc on a quand même quelques arbres à l'intérieur pour créer de l'ombre ponctuellement et aussi des fruits. Et quand on s'approche, on voit bien que ça a fonctionné puisque les arbres se protégeant les uns avec les autres, en fait, il y a une production incroyable. Donc ça, c'est par exemple les fruits du sorbier des oiseaux. Et donc voilà, on voit que là, il y a de quoi faire pour nourrir les oiseaux du coin. On reconnaît un peu le mûrier, le figuier, le rosier des chiens. Voilà, en 5 ans, on a déjà le cognacier qui produit des fruits vraiment nickel, sans maladie, sans souci d'approvisionnement en eau. Là, c'est un petit prunier sauvage, pareil. Il est rempli de fruits. D'ici, on voit bien les 3 strates de la haie mélangée magique. On a la strate herbacée qui forme vraiment la partie au ras du sol. La strate arbustive qui crée vraiment l'effet buissonnant et l'effet brise-vue aussi de la haie au niveau du regard. Et ensuite la strate arborée où on voit vraiment les arbres qui dépassent de la haie, quoi. Et on voit que le sol est très frais, hein, et qu'il y a vraiment le paillage, les restes de déchets organiques. Donc toutes les feuilles ont été posées au sol. On a apporté de la paille, du copeau de bois, donc du BRF. Et il y a ce couvre-sol, enfin ces couvre-sols qui permettent vraiment de garder le sol frais. Et donc ici on voit la densité, hein, donc les petits arbustes de différentes tailles qui s'entremêlent et qui créent, voilà, un espace impénétrable pour la biodiversité. Et surtout on n'intervient pas là-dedans, on laisse se débrouiller la haie toute seule. Ici on peut apercevoir une liane. Donc on a un chèvrefeuille qui est en train de coloniser la partie sommitale de la haie. Donc vraiment il va chercher à aller trouver la lumière. Et donc il cherche vraiment à coloniser la canopée. Donc ça c'est vraiment intéressant pour produire de l'ombre, notamment pour ces stratégies de lutte contre le changement climatique. Et notamment aux fortes périodes de sécheresse et de canicule où on a vraiment besoin à la fois d'ombre, mais aussi de créer des îlots de fraîcheur et que les espaces verts vraiment produisent un effet de climatiseur urbain. Par rapport à un service écosystémique donné, on va proposer une palette végétale adaptée et toujours avec les 3 strates, donc les arbres, les arbustes, les plantes herbacées, les lianes. Tout ce mélange de flore et cette palette végétale attire un cortège voilà, d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères, etc.
Le sol des haies est systématiquement vivant. Même quand on arrive, par exemple ici, on est arrivé sur un sol qui était très calcaire, à base de remblais et de déchets de tuiles, hein, d'où le nom de la résidence sociale, les Tuileries. Et pourtant, donc, on arrive à maintenant, quand on gratte au sol des pieds de la haie, c'est frais, il y a des déchets organiques, et on voit de la pédofaune, donc de la faune du sol, les vers de terre, les nématodes, les petites araignées et tout ça. On tolère les essences spontanées qui viennent tout seuls, donc la régénération naturelle. On recycle la matière organique, donc les feuilles mortes, les branches mortes, tous les déchets des arbres qui tombent au sol, en fait, sont recyclés par le sol. On travaille avec un sol vivant. Donc tout ça, c'est des concepts qui viennent de la forêt, en fait. Mais qu'on arrive, c'est comme une petite forêt à échelle réduite et beaucoup plus dense. La forte densité qu'on applique dans nos haies pour protéger la biodiversité, elle permet de créer une forme de protection des essences les unes sur les autres. Ce qui fait qu'en fait, le sol va mettre plus de temps à monter en température. En période de canicule, par exemple, l'ajout d'un paillage de sol plus d'une forte densité de végétaux, ça fait en sorte que les rayonnements solaires, ils mettent plus de temps à toucher le sol et donc à réchauffer la croûte terrestre. Les haies mélangées, les haies magiques peuvent participer à rendre, on l'a vu, la ville plus résiliente, notamment au réchauffement climatique. Notamment avec sa capacité à capter l'eau de pluie, à répartir l'eau de pluie, notamment avec le sol vivant, les mycorhizes, où en fait les végétaux peuvent aller chercher de l'eau plus loin, puisqu'en fait les ifs des champignons permettent de capter de l'eau à des endroits où il y a plus d'ombre, où elle se sera moins évaporée. Donc en fait l'association paillage du sol, sol vivant, et densité de végétaux permet vraiment de créer un sol perméable et d'avoir une bonne gestion de l'eau, économe en énergie, et on peut s'abstenir de tous les systèmes d'arrosage et tout ça, donc voilà, même en forte période de canicule.